14 heures. Bonjour, bonjour à toutes et tous et merci de nous rejoindre pour ce webinaire à l'occasion de la Semaine nationale de la santé sexuelle, co-animé par la coordination hépatite et le réseau périnatalité Occitanie. Alors, une première diapositive pour vous rappeler très brièvement les modalités de ce webinaire. Donc, les micros et les caméras sont désactivés par défaut. On vous encourage, on vous invite à poser des questions via l'onglet questions et réponses de Zoom. Et ces questions seront donc abordées en fin de webinaire. On y répondra avec plaisir. En fin de webinaire, quand vous quitterez le webinaire, un questionnaire de satisfaction s'ouvrira et on vous invite à prendre quelques secondes pour nous donner d'une part votre satisfaction sur cette action, mais également pour vous interroger sur d'autres animations qu'on pourrait renouveler notre collaboration entre la COEP et le RPE. Et enfin, le webinaire sera disponible en replay dans les jours prochains, donc très probablement en début de semaine prochaine. Voilà. On va maintenant présenter nos intervenantes. Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui interviendront le docteur Magdalena Mézaros, qui est médecin coordinateur au service expert hépatite de Montpellier et médecin coordinateur de la COEP, coordination hépatite Occitanie. Corinne Chanal est sage-femme référente vulnérabilité et addiction au réseau de périnatalité Occitanie. Elle travaille également depuis longtemps au CHU de Montpellier sur la coordination des parcours complexes et notamment en termes d'addiction. On se présente. Pardon, Marie-Claude. Pour l'animation, donc Marie-Claude V, coordinatrice administrative régionale de la COEP. Et moi-même, donc, Benjamin Coppel, sage-femme coordinateur médical au réseau de périnatalité Occitanie et pilote du pôle orthogénie de réseau qui nous réunit sur ces semaines. Alors, la coordination hépatite Occitanie a pour mission de favoriser le dépistage et la prise en charge des hépatites et des maladies du foie. C'est une mission qui a été confiée par l'ARS Occitanie. Elle réalise cette mission avec les services experts non seulement de Montpellier, mais de Toulouse aussi, et le service des maladies infectieuses de Perpignan. Donc, nos actions, c'est principalement animer des rencontres, des sensibilisations, des formations, des journées. On met en place aussi des vidéos sur notre site internet et on organise notamment des webinaires comme aujourd'hui. Voilà, et nous réalisons beaucoup d'actions de terrain en fait avec les structures médico-sociales de la région et on prête du matériel à ces mêmes structures, notamment des fibroscans, qui sont des appareils en fait de mesure de la fibrose hépatite. Voilà, et pour favoriser en fait le dépistage des dites hépatites. Voilà. Pour le réseau de périnatalité Occitanie, donc nous sommes un réseau régional qui est une structure de coordination, d'appui, d'expertise dans le champ de la santé périnatale. Nos missions sont, entre autres, de travailler sur la coordination des acteurs en vue d'améliorer les parcours de soins et ça passe notamment par des actions de sensibilisation comme on va pouvoir faire aujourd'hui. Alors, pourquoi ce webinaire aujourd'hui? En fait, tout est parti il y a quelques années d'une collaboration que nous avons eue ensemble au niveau des ateliers de la Grande Motte organisés par la COEP. Il y avait donc eu un atelier où intervenaient déjà Magda et Corinne autour de la grossesse, des addictions et du foie. C'est un atelier qui avait beaucoup plu et qui montrait un peu nos regards croisés sur ces deux thématiques, sur différentes thématiques qui nous concernent. Donc, on a voulu reproduire, en fait, réintervenir sur les mêmes sujets à l'occasion des Semaines nationales de la santé sexuelle qui commencent aujourd'hui. Voilà, donc en plus, on se retrouvait bien sur deux thématiques que sont les grossesses non prévues et la prévention infectieuse. Donc voilà un petit peu le regard croisé que nous vous proposons aujourd'hui. On va laisser maintenant la parole à Magdalena et Corinne. Bonjour à toutes et à tous. Il est assez bien connu que les addictions ont un impact sur le foie et effectivement, il est assez bien connu que la consommation d'alcool est responsable de l'apparition d'une maladie chronique du foie
qui passe par plusieurs phases. Il y a une phase de stéatose hépatique et celle-ci peut évoluer dans le temps vers une cirrhose, ce que vous avez à droite. Donc, c'est un foie cirrhotique, plein de nodules. Et dans 20% des cas, on peut rencontrer aussi des cancers. Alors, ce processus d'évolution vers une cirrhose peut être assez long. Ça peut prendre plusieurs années, voire des dizaines d'années, mais il est beaucoup plus rapide. On l'a vu chez la femme, donc processus plus rapide. Également en cas de consommation de drogue, surtout par rapport au risque d'avoir des infections avec d'autres virus comme le virus de l'hépatite B ou C ou VIH. Aussi, quand il y a des consommations de cannabis à forte dose, quand il existe un syndrome métabolique, donc une obésité, un surpoids, un diabète. Et il ne faut pas oublier qu'il existe aussi le risque d'avoir des dépendances à certains médicaments, comme par exemple le paracétamol, qui est un médicament hépatotoxique. Et surtout, il y a une toxicité directe si la personne prend une dose en une seule prise supérieure à 10 grammes ou si la personne prend de façon chronique plus de 4 grammes par jour, souvent en association avec d'autres antalgiques comme des opioïdes ou d'autres médicaments. Donc, il faut faire attention à ces aspects-là. On peut passer à la diapo suivante. Maintenant, quel est l'impact d'une grossesse sur le foie? Comme on le sait, pendant la grossesse, il peut y avoir plusieurs déséquilibres, notamment un déséquilibre entre la production des facteurs procoagulants et anticoagulants, donc ce qui favorise des événements prothrombotiques parce qu'on a beaucoup plus de facteurs procoagulants que anticoagulants. Il peut y avoir également des dyslipidémies et il peut y avoir également des maladies, comme vous le savez, spécifiques de la grossesse, comme l'hyperemesis gravidarium au cours du premier trimestre, la cholestase gravidique deuxième, troisième trimestre. Mais n'oubliez pas que les virus de l'hépatite B et C, nous pouvons les rencontrer tout au long de la grossesse. Nous pouvons passer donc à la suite et passons donc au premier cas clinique. Je vais vous présenter le cas clinique de Madame B, qui est d'origine camerounaise. Elle a 20 ans, elle est en couple, elle n'a pas d'enfant et elle vient pour la première fois pour une consultation préconceptionnelle. Elle a déjà, donc elle connaît qu'elle a une fiente, c'est un portage inactif, c'est ce qu'on lui a dit, mais elle n'a pas été vraiment suivie, elle n'a jamais eu de traitement. Et donc, elle vient de faire un bilan qui nous montre une charge virale, donc la PCR du VHB qui a 20 000 copies, donc 4,6 log. Et également, elle a eu un bilan hépatique et celui-ci est revenu strictement normal. Donc, il y a des comorbidités, il y a un surpoids, comme vous voyez ici, et un IMC à 31. Diapo suivante. Alors, la consultation préconceptionnelle, c'est quoi? Alors, il va s'agir donc de rechercher donc, des facteurs de risque, de sensibiliser les personnes qui vont demander cette consultation-là. Il va y avoir des examens à prescrire et préparer en fait le démarrage d'une grossesse, donc tout ce qui va pouvoir se passer quand on souhaite débuter une grossesse. Donc il y a l'anomalie de fermeture du tube neural, mais il y a aussi également sensibiliser à tous les toxiques et tout ce qui peut impacter sur la période de la conception. Il va aussi s'agir donc d'informer sur qu'est-ce qui va se passer dans le suivi de grossesse en cas de problématiques repérées et tous les professionnels de santé de la grossesse, mais aussi les médecins généralistes peuvent faire cette consultation préconceptionnelle et elle est cadrée par l'HAS dans un document que vous pouvez trouver avec ce QR code qui a été rédigé en 2013. Alors, le professionnel qui fait la consultation préconceptionnelle n'est pas forcément celui qui va suivre la grossesse quand elle va arriver. Et toutes les femmes qui ont un projet de grossesse peuvent demander cette consultation préconceptionnelle.
Voilà, et on est dans le cadre de la semaine de santé sexuelle. C'est un positionnement que le professionnel peut, adopter dès qu'une femme a un risque de grossesse inopinée et notamment lors des consultations contraception. Donc en particulier, quand il y a une problématique hépatique, sur la diapo suivante, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, il va falloir, c'est sûr, répondre aux questionnements des futurs parents, parce que s'il y a une maladie hépatique connue ou si elle est dépistée, il va falloir, pouvoir être, clair avec eux en fonction, de ce qu'on connaît actuellement. S'il y a une hépatite C active, ça va permettre de proposer un traitement avant de démarrer une grossesse, puisqu'on ne peut pas pendant la grossesse. Si la dame, elle a un antigène HBS positif, on va pouvoir vacciner l'entourage. Voilà. Et puis, quand il y a des facteurs de risque environnementaux, eh ben, on va pouvoir travailler dessus avant l'arrivée de la grossesse et préparer tout l'accompagnement. Donc, quand il y a une maladie hépatique, eh ben, ça va être plutôt un professionnel de périnatalité, un gynéco ou une sage-femme qui va voir la dame, mais il faudra compléter avec un médecin généraliste ou un hépatogastro s'il y a une maladie hépatique. Et s'il y a un trouble de l'usage de l'alcool ou une dépendance aux antalgiques opioïdes, notamment l'Itprime, le Codoliprane, etc., pensez à faire intervenir un addictologue pour préparer la grossesse au mieux. Diapo suivante. Alors, Madame B, elle se pose beaucoup de questions. Donc, elle pose déjà sa première question. Est-ce que l'hépatite chronique B a un impact sur la fertilité ou sur l'évolution de sa grossesse, à votre avis? Oui ou non? Je ne sais pas si on peut voir en direct, mais on va passer à la diapo suivante. Donc, vous réfléchissez entre-temps. C'est pour faire l'introduction sur les chiffres de l'hépatite B dans le monde. Donc, dans le monde, il y a un peu plus de 250 millions de personnes qui sont atteintes d'une infection chronique virale B. Il y a certains pays dans le monde qui sont à forte prévalence, donc où plus de 10% de la population a une infection chronique virale B. Donc, c'est le cas des pays d'Afrique et de l'Asie. Les pays à moyenne prévalence, donc entre 5 et 10% prévalence de l'antigène HBS, c'est les pays du bassin méditerranéen, l'Europe de l'Est. Et les pays à faible prévalence, donc moins de 5%, c'est le cas des pays occidentaux et des États-Unis. Et il faut savoir qu'en France, la prévalence reste quand même assez faible. Donc, en population générale, on est sur 1,56, le taux d'antigène HBS, donc prévalence faible. Et d'après plusieurs études qui ont été faites sur ces populations, il n'y a pas d'impact du virus de l'hépatite B, ni sur la grossesse, ni sur la fertilité, tant qu'il n'y a pas de maladie chronique du foie avancé, donc notamment tant qu'il n'y a pas de cirrhose dans des phases avancées, décompensées ou compliquées. Nous pouvons passer à la diapo suivante. Donc la réponse à cette question est non, il n'y a pas d'impact sur la fertilité ou sur la grossesse. La diapo suivante. La deuxième question de Madame B, c'est que doit faire son partenaire? À votre avis, rien. Il doit faire un dépistage de l'hépatite B avec la recherche des 3 marqueurs sérologiques, donc l'antigène HBS, l'anticorps anti-HBS et l'anticorps anti-HBC. Il doit faire un dépistage et le vaccin si les 3 marqueurs sont négatifs. Il doit faire un dépistage et le vaccin uniquement si l'antigène HBS est négatif. Et il doit utiliser un préservatif pour diminuer le risque de contamination. Je vous laisse réfléchir. Et on peut passer à la diapo suivante. Donc, je rappelle les modes de transmission du virus de l'hépatite B. Donc, il faut savoir que c'est un virus qui est très, très infectieux, puisqu'il est 100 fois plus infectieux que le virus du sida, donc du VIH. Il est extrêmement résistant. Et plus la charge virale de la personne infectée est élevée, plus elle est contaminante.
Donc, la transmission dans les pays occidentaux, elle est principalement horizontale et donc ça se fait par voie sexuelle. Le risque de transmission d'infection est beaucoup plus élevé s'il y a des relations sexuelles avec pénétration anale, un peu moins, mais encore, le risque est élevé en cas de transmission, enfin de rapport sexuel par voie vaginale, et le risque, il existe aussi, mais relativement moins s'il y a des rapports bucco-génitaux avec un partenaire infecté. Mais je rappelle que le risque, il existe toujours. D'après des études, en cas de cunnilingus, le risque est quand même très faible. Le risque est plus élevé si cette pratique est faite pendant les règles. Et encore, je rappelle, plus la charge virale est élevée chez la personne infectée, plus le risque qu'elle soit contaminante et qu'elle contamine son partenaire sexuel est élevé. L'autre mode de transmission est par le sang, donc par voie parentale, quand il y a une utilisation de drogue par voie intraveineuse, avec et surtout l'utilisation du matériel qui a été contaminé par le sang d'une personne infectée. Tout ce qui est transmission lors des transfusions, c'était le cas avant 92, quand on ne faisait pas le dépistage des donneurs, et également le risque lors des accidents d'exposition au sang, donc du professionnel. Il existe aussi une transmission donc, dans la petite enfance, chez les enfants, par exemple, par contact avec la salive infectée. Mais dans les pays à forte prévalence, la transmission est surtout par materno-fétale, donc verticale, de la mère chez l'enfant. Et ce type d'infection, donc au moment de l'accouchement, est responsable d'un portage chronique de l'antigène HBs, donc d'une infection chronique virale B chez la grande majorité des enfants. Donc c'est le cas de plus de 90% des enfants s'ils n'ont pas été vaccinés, s'il n'y a pas eu la séroprophylaxie lors de la naissance. On peut passer à la diapo suivante. En quelques mots, je vais rappeler quelle est l'évolution, quelle est l'histoire de l'hépatite B. Donc, quand on vient en contact avec le virus, si on est un adulte, on a uniquement, si je peux dire, uniquement 10% chance de développer une infection chronique virale B. Mais si on est un enfant, donc un bébé, au moment de l'accouchement, si on vient en contact avec le virus, on a 90% chance de développer une infection chronique virale B s'il n'y a pas de mesure de prophylaxie. Donc, cette évolution, donc, entre le comptage et la période d'infection, ça peut durer entre quelques jours, quelques semaines. Et si l'infection, elle dure donc plus de 6 mois, on est devant le cas d'une infection chronique virale B. Et cette infection peut passer par 4 phases principales, entre la tolérance immune ou le portage inactif du virus de l'hépatite B. Mais il peut y avoir aussi des phases d'hépatite chronique, ça veut dire activité du virus, qui génère une nécrose et inflammation au niveau hépatique, et c'est ces phénomènes nécro-inflammatoires qui vont faire qu'il y aura une progression de la fibrose. Donc ça veut dire qu'il y a comme une plaie qui va cicatriser, puis qui va encore générer d'autres cicatrices, et au fur et à mesure du temps, donc c'est une évolution qui peut prendre entre 10 et 20 ans, mais parfois ça peut être plus rapide, il y aura une évolution vers une cirrhose, et qui dit cirrhose dit aussi risque de développer un carcinome hépatocellulaire. On peut passer à la diapo suivante. Donc, comment savoir dans quelle phase de l'infection on est? Ce que je voulais rappeler ici, c'est qu'en première intention, il faut toujours rechercher les 3 marqueurs de l'infection virale B. C'est le cas de l'antigène HBs, les anticorps anti-HBs et les anticorps anti-HBC. En cas de positivité d'un des marqueurs, notamment de l'antigène HBs, cela veut dire que la personne a une infection chronique virale B active, donc il faut rechercher l'antigène HBe, les anticorps anti-HBe et l'IgM anti-HBC pour savoir exactement dans quelle phase d'infection nous nous trouvons, et il faut compléter cette recherche aussi par la recherche du PCR du VHB, sans oublier aussi le virus de l'hépatite delta. Nous pouvons passer à la diapo suivante. Donc, je vais répondre à la question
que doit faire son partenaire? Bien sûr, il doit faire un dépistage des 3 marqueurs. Donc, je rappelle l'antigène HBS, les anticorps anti-HBS et les anticorps anti-HBC. Et uniquement si les 3 marqueurs sont négatifs, il faut lui proposer une vaccination. Pourquoi si les 3 marqueurs? Parce que peut-être que son partenaire, s'il y a un autre marqueur qui est revenu positif, par exemple s'il a les anticorps anti-HBS, ça veut dire qu'il a déjà été vacciné ou il est déjà venu en contact avec le virus de l'hépatite B. Donc, c'est important que les 3 marqueurs soient négatifs pour proposer la vaccination. Et puis, bien sûr, très important, son partenaire doit utiliser un préservatif, donc s'il n'est pas immunisé, pour diminuer ce risque de contamination en attendant que la vaccination soit efficace. Il faut savoir que la vaccination, elle est efficace déjà dès la première dose, mais peut-être il faut attendre 10 ou 15 jours avant de pouvoir retirer le préservatif après la première vaccination. On peut passer à la diapo suivante. Alors, donc Madame B, si elle démarre une grossesse et comme on doit donner des conseils sur le suivi de grossesse lors de la consultation préconceptionnelle, donc on s'appuie sur les recommandations de nouveau de l'HAS, c'est des recommandations 2016 sur le suivi et orientation des femmes enceintes en fonction des situations à risque. Donc s'il y a un portage de l'antigène simple, hein, on a besoin de demander l'avis d'un gynéco-obstétricien. Donc, c'est une grossesse à risque où on demande l'avis au moins une fois d'un gynéco-obstétricien et ou d'un autre spécialiste. Surtout si on n'a pas fait tous les bilans concernant l'hépatite, hein, comme Magdalena vient de le dire. Par contre, s'il y a une hépatite B active, le suivi est un peu plus renforcé. Et là, il faut obligatoirement avoir un avis d'un gynéco-obstétricien. Ce n'est pas un suivi médecin généraliste ou sage-femme. Voilà, alors le lieu d'accouchement, il n'est pas dépendant de l'hépatite, il va être dépendant des autres risques et de la poursuite de la grossesse. Ce qu'on va faire dans ce parcours grossesse aussi, c'est dépister et vacciner son compagnon si ça n'a pas été fait à la consultation anticonceptionnelle et prendre en compte les comorbidités puisque cette dame a une IMC à 31. On passe à la diapo suivante. Magdalena. Madame B, elle se pose une question évidente. Est-ce que son bébé sera atteint? Est-ce que son bébé aura aussi une infection virale B comme elle? Donc, la réponse, oui, dans tous les cas. Oui, mais uniquement si la charge virale est supérieure ou égale à 200 000. Non, si la charge virale est à moins de 200 000. Ou non, si les mesures de séroprophylaxie, donc ça je rappelle qu'est-ce que c'est la séroprophylaxie, c'est vaccin plus anticorps, donc immunoglobuline, anti-HBS, sont prises. Donc je vous laisse réfléchir. On peut passer à la diapo suivante. Donc, bien évidemment, le risque de transmission de la mère chez l'enfant est très important, comme je l'ai dit tout à l'heure. Surtout, c'est cette voie de transmission, c'est la voie principale de transmission dans les pays à forte prévalence. Et c'est d'ailleurs pour ça que ces pays sont toujours à forte prévalence, parce que malheureusement, il n'y a pas eu de mise en place de toutes ces mesures de séroprophylaxie. Donc, plus la femme a la charge virale B élevée, plus le risque de transmettre l'infection chez l'enfant est élevé. Et également, si elle est porteuse d'une infection chronique virale B et l'antigène HBE est positif, également le risque de transmission de la mère chez l'enfant est plus élevé. Mais souvent, les personnes qui ont un antigène HBE positif ont des charges virales B qui sont assez élevées. C'est ce qu'on voit en pratique clinique. Donc, si le nouveau-né vient en contact avec le virus lors de l'accouchement, il faut savoir que si les mesures de prophylaxie, de séroprophylaxie ne sont pas prises, comme je vous ai dit tout à l'heure, 90% des nouveau-nés vont développer une infection chronique virale B. Donc, on peut passer à la diapo suivante.
Actuellement, en France, comme vous le savez très bien, il est obligatoire de faire lors du premier examen prénatal le dépistage de l'infection chronique virale B par la recherche de l'antigène HBS et les recommandations sont de vacciner, donc faire la sérovaccination des nouveau-nés de des mères qui sont porteuses d'une infection chronique virale B le plus tôt possible. Dans les 12 heures qui suivent la naissance, donc si possible. Donc, quel est le schéma? Vous le voyez ici, 100 unités d'immunoglobuline anti-HBS en intramusculaire, donc à J0. Puis ensuite, on va refaire un rappel à 1 mois, puis à 6 mois, avec le vaccin pour l'enfant. Les recommandations, c'est de faire 4 doses si l'enfant est né prématuré. Et il ne faut pas oublier que chez l'enfant, il faut faire une sérologie de contrôle au cours du 9e mois. Pourquoi? C'est justement pour vérifier l'efficacité de cette stratégie. Mais cette stratégie reste quand même extrêmement efficace parce que ça évite plus de 90, voire plus de 95% des infections chez le nouveau-né. On peut passer à la diapo suivante. Donc, sur ce que je voulais insister, c'est comment faire pour prévenir cette transmission materno-fétale. Bien évidemment, on a les mesures de sérovaccination, comme je viens de vous le rappeler. Mais nous, en pratique, donc les hépatologues, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde chez la femme enceinte la charge virale B au cours du 3e trimestre, donc entre 28 semaines et 32 semaines d'aménorrhée. Et en fonction de la charge virale, on décide de la stratégie de traitement chez la mère. Donc, si la charge virale est à moins de 200 000 unités par millilitre, la mère, on va la suivre comme on le fait en pratique clinique courante. Donc, si elle n'avait pas de traitement parce qu'elle était porteuse inactive du virus, elle n'a pas besoin d'être traitée parce que le risque de transmission de la mère chez l'enfant reste quand même faible si on applique uniquement les mesures de séroprophylaxie chez le nouveau-né. En revanche, si la charge virale de la mère entre 28 et 32 semaines d'aménorrhée est supérieure à 200 000, supérieure ou égale à 200 000, il faut, en plus de la séroprophylaxie du nouveau-né à la naissance, associer des mesures complémentaires chez la mère, donc commencer un traitement le plus tôt possible donc au cours du 3e trimestre, donc sur cette période, par analogue nucléosidique, donc c'est le tenofovir, 245 mg, un comprimé par jour. Donc il n'y a pas de contre-indication par rapport à la grossesse ni à l'allaitement sur la prise de ce médicament. Très important de faire passer le message, que tout le monde soit informé de la décision prise donc pour la mère. Il faut que tout le monde soit informé du fait que la mère a une infection chronique virale B, aussi bien la sage-femme, l'obstétricien, les pathologues, le pédiatre, le médecin généraliste et donc encore une fois, rappel de recontrôler à 9 mois l'enfant pour la sérologie de l'hépatite B. On peut passer donc à la diapo suivante. Donc la réponse est la suivante. Le bébé a un risque élevé d'être infecté si la charge virale est supérieure à 200 000 et qu'on ne prend pas les mesures de séroprophylaxie et qu'on ne traite pas la mère avant l'accouchement. Le risque est faible si la charge virale est à moins de 200 000, mais qu'on prend les mesures de séroprophylaxie. Et donc, non, il n'y a aucun risque si on prend toutes les mesures, donc séroprophylaxie du nouveau-né à la naissance. Et si c'est le cas, traitement chez la mère par tenofovir de 145 mg en comprimé par jour, à débuter entre 26 et 32 semaines d'aménorrhée si la charge virale est supérieure à 200 000. Madame B se pose une question bien logique. Est-ce qu'elle peut accoucher par voie basse? Est-ce que le risque est plus élevé que son enfant soit contaminé si elle accouche par voie basse? À votre avis, oui? Non, elle ne peut pas accoucher par voie basse parce que le risque de transmission materno-fétale du virus est très élevé. Ou oui,
uniquement si elle prend un médicament antiviral B. Je vous laisse réfléchir. Alors, les recommandations, quelles sont les recommandations actuelles? Très important, la voie d'accouchement n'est pas modifiée par le fait d'avoir une infection chronique par le virus de l'hépatite B. Dans tous les cas, l'allaitement est possible, très important, même sous analogue, donc même sous traitement par tenofovir. La mère, elle peut allaiter son enfant parce que l'exposition de l'enfant aux médicaments est extrêmement faible, donc il n'y a aucun risque pour l'enfant. Le médicament, donc le tenofovir, on peut l'arrêter chez la mère à 3 mois après l'accouchement s'il n'y a pas d'indication à le poursuivre au-delà, mais ça c'est souvent les pathogastroentérologues qui décident s'il y a besoin d'arrêter au-delà de 3 mois. Et encore une fois, il faut contrôler la sérologie VHB de l'enfant entre 9 et 12 mois. On peut passer à la diapo suivante. Donc la réponse, c'est bien sûr, elle peut accoucher par voie basse s'il n'y a pas de contre-indication gynécologique ou autre. On peut passer à la diapo suivante. Alors, donc, Magdalena, tu parlais d'informer les professionnels des conduites à tenir. Donc, moi, j'ai préparé une petite diapo sur que transmettre à la maternité pour Madame B, de façon à ce qu'elle soit accueillie par la sage-femme de salle d'accouchement et l'équipe de suite de couche, et que les professionnels sachent quoi faire. Donc, on dit que Madame B est porteuse d'une hépatite B connue, suivie et peu active, qu'elle peut accoucher par voie basse. Son enfant a très peu de risque de contamination, puisque la charge virale est à 20 000 copies, d'après ce que tu viens de nous dire. Que l'allaitement est possible dès la naissance et qui peut être poursuivi même s'il y a des crevasses. Que c'est souvent une question aussi qui reste, hein. Et par contre, il y a une conduite à tenir immédiate en salle d'accouchement, c'est faire une sérovaccination, si possible tout de suite en salle d'accouchement si on dispose d'immunoglobulines, et la vaccination tout de suite dans la foulée. On peut passer. Et donc là, on va passer au deuxième cas clinique, parce qu'on va faire les questions tout à la fin. Donc, on va commencer par le cas de Madame C, qui a 27 ans, qui est en couple depuis peu, qu'on voit à la consultation. Donc, elle est enceinte il me semble que c'était 20 semaines Oui, on avait changé, mais ça n'a pas changé sur la diapo. Donc, pas de 10, mais de 20 quand on l'a vu en consultation. Ouais. Et la grossesse, elle est connue depuis 15 jours. Donc, il y a une consommation d'alcool qui est excessive. Elle nous dit qu'elle boit tous les week-ends, entre 6 et 8 verres, entre des bières, de pastis et du vin. Et parfois, lors des soirées, elle nous dit qu'elle consomme aussi de la cocaïne, aussi bien elle que son partenaire. Donc, elle a eu un bilan au cours du premier trimestre, donc de début de grossesse, qui montre que les anticorps anti-VHC sont positifs. Pour ce qui est l'hépatite B et le VIH, la sérologie est négative. On peut passer à la suite. Donc, en pratique, qu'est-ce que vous faites pour cette patiente qui a une sérologie de l'hépatite C qui est positive? Vous demandez un avis chez un hépatologue, donc vous appelez la consultation hépatogastro à Saint-Éloi en urgence. Vous lui conseillez d'arrêter toute consommation d'alcool et de cocaïne. Vous faites un contrôle de la sérologie VHC sur un deuxième prélèvement, sur lequel vous marquez aussi recherche ARN du VHC. Vous appelez donc l'hépatogastroentérologue à la consultation, uniquement si l'ARN est détectable. Vous proposez à la patiente d'arrêter la grossesse et vous prévoyez un suivi très attentif du développement de l'enfant, vu le contexte de consommation d'alcool pendant la grossesse et le risque de malformation fœtale. Je vous laisse réfléchir un tout petit peu. Alors, comment on fait le diagnostic? Parce que là, tout à l'heure, on a parlé du dépistage. Il faut savoir que quand on cherche les anticorps,
Donc la sérologie, on est sur du dépistage. Quand on a une sérologie qui est négative, bien évidemment, il n'y a pas de contact, la personne n'a pas eu de contact avec le virus de l'hépatite C. Mais quand la sérologie est positive, on ne sait pas encore dans quel cas on est. Est-ce qu'on est dans le cas d'une hépatite C active ou est-ce qu'on est dans le cas d'une hépatite C guérie, tout en sachant que les anticorps anti-VHC ne sont pas des anticorps protecteurs, la personne peut se recontaminer et les anticorps anti-VHC vont persister tout au long de la vie d'une personne. Donc, pour avancer dans le diagnostic, on a toujours besoin d'avoir la recherche, donc le dosage de l'ARN du VHC pour connaître s'il y a une réplication active ou pas. Si l'ARN du VHC revient négatif, on préfère, et l'HAS nous recommande de recontrôler sur un deuxième prélèvement l'ARN et puis également les anticorps. Si l'ARN revient positif, c'est qu'on est clairement devant une hépatite C réplicative, donc active. On peut passer à la suite. Maintenant, quel est l'impact du virus de l'hépatite C sur la grossesse? Il y a eu plusieurs études dans la littérature qui ont montré que les mères qui sont porteuses d'une infection chronique virale C risquent d'avoir un peu plus de diabète gestationnel pendant leur grossesse et également risquent d'avoir du prurite, donc la cholestase gravidique pendant leur grossesse, tout ceci en lien avec la réplication active du virus de l'hépatite C. En ce qui concerne l'impact du virus sur l'enfant, il y a très peu d'études, on ne connaît pas exactement. Il y a eu quelques études qui ont montré que l'enfant peut avoir des anomalies congénitales, mais c'était avec des très faibles effectifs. Il y a eu également des études qui ont montré la prématurité, des naissances prématurées, mais encore une fois, très peu d'effectifs et on ne connaît pas vraiment l'impact sur le fœtus. On peut passer à la suite. Maintenant, est-ce que la grossesse change quelque chose dans l'évolution naturelle de l'infection par le virus de l'hépatite C? Il n'y a pas vraiment d'impact, il n'y a pas vraiment d'impact de la grossesse sur sur l'évolution de l'infection. Ce qu'on peut voir au cours de la grossesse, c'est que les transaminases peuvent être légèrement plus basses et ça dû au fait d'une baisse de l'immunité pendant la grossesse. Et on peut avoir également des charges virales plus élevées pendant la grossesse, dues également à une baisse de l'immunité. Il peut y avoir aussi des cas de guérison virologique donc spontanée pendant la grossesse. C'est rare, 10%, donc ça reste quand même rare, mais c'est pour ça qu'il faut toujours recontrôler avec donc, le médecin généraliste ou les pathogastroentérologues. Il faut refaire une charge virale à la fin de la grossesse et donc aussi après la fin de l'allaitement afin de pouvoir traiter cette patiente. On passe à la diapo suivante. Donc la réponse, c'est que non, vous n'avez pas besoin de demander un AJ en urgence. Il est surtout important de conseiller à Madame C d'arrêter toute consommation d'alcool et d'autres toxiques, de cocaïne. Il faut contrôler sur un deuxième prélèvement les anticorps et l'ARN du VHC. Si l'ARN du VHC revient positif, donc détectable, là, effectivement, il faut appeler un hépatologue. Vous pouvez appeler la consultation hépato de Saint-Éloi ou votre hépatologue préféré. Et c'est très important pour l'enfant de Madame C de prévoir un suivi attentif du développement de l'enfant parce que, je rappelle, il y a eu des consommations excessives d'alcool pendant la grossesse et donc on est là, on est à 20 semaines de grossesse. On passe à la suite. Donc, on revoit Madame C. C'est confirmé, les anticorps anti-VHC sont positifs sur un deuxième prélèvement. Et là, on a la surprise, l'ARN du VHC est positif, il y a 230 000 unités par millilitre. Le bilan hépatique est normal, et donc Madame C, elle a arrêté toute consommation d'alcool et de cocaïne. On passe à la diapo suivante. Alors, quelles sont les recommandations en termes de suivi de grossesse quand il y a une hépatite C ou des consommations de cocaïne ou d'alcool?
Donc, si l'hépatite C est active, donc si l'ARN est positif, il y a un positionnement de l'HAS et du collège des gynéco-obstétriciens pour qu'il y ait l'avis d'un gynéco-obstétricien et l'avis d'un autre spécialiste. Donc, ça veut dire consultation gynéco-obst plus consultation hépato-gastro, comme Magdalena vient de le dire. Donc, c'est le même positionnement. Évidemment, le lieu d'accouchement est toujours adapté en fonction des risques globaux. Quand il y a un usage de cocaïne ou une consommation excessive d'alcool, là, c'est si la dame arrête ou si elle poursuit, l'attitude est un peu différente. Si elle poursuit, il faut absolument un suivi obstétricien et addicto. Si elle arrête, on peut avoir juste un avis obstétricien ou un avis addicto, mais c'est plus prudent dans tous les cas d'avoir une consultation addicto pour préparer l'après et notamment toute la période postnatale. Et c'est plus important aussi d'avoir un avis d'un obstétricien, surtout sur la fin de la grossesse, parce que quand il y a un impact aussi important, quand il y a des consommations aussi importantes du premier trimestre de la grossesse, il peut y avoir un impact placentaire et donc des retards de croissance. On peut passer la diapo suivante. Donc, qu'est-ce qu'on va proposer pour Madame C? Donc, au moins une consultation avec un obstétricien, minimum, et puis prendre un rendez-vous avec un hépatogastro. Alors, faire le point sur ses consos, ça va être important, sur ses consos qu'elle a eu pendant toute cette année qui vient de s'écouler, par exemple. Donc, il faudra s'intéresser un peu au mode de consommation, demander ce qu'elle sait des risques sur la santé. Il y a ce mouvement à faire avec les dames, demander ce qu'elles savent, compléter l'information si elle le souhaite, si elle est d'accord, et chercher ensemble comment est-ce qu'on peut réduire les consos. Là, cette dame, elle a arrêté à la découverte de la grossesse, et comme elle a découvert sa grossesse tardivement, elle a découvert sa grossesse à 20 semaines, du coup, on a une imprégnation de tous les week-ends d'une quantité très importante d'alcool. Donc, on va demander un avis ou une consultation anténatale pédiatrique pour préparer le suivi de l'enfant parce qu'il peut y avoir un impact sur le développement de l'enfant, même s'il n'y a pas de retentissement échographique. On peut passer à la diapo suivante. Donc, la question après de la dame. Madame C se pose la question, est-ce que son enfant sera aussi atteint, est-ce qu'il sera aussi infecté par le virus de l'hépatite C? Alors, la réponse, oui, dans tous les cas. Le risque, il existe, mais il est très faible, moins de 5%. Non, si l'enfant est vacciné à la naissance. La césarienne est nécessaire parce que ça diminue le risque de transmission maternelle-fétale. Oui, mais en cas de allaitement maternel. Je vous laisse réfléchir. Donc, plusieurs réponses. Ou une seule. Alors, on peut passer à la suite. Donc, le risque de transmission maternelle-fétale. Pour l'hépatite C, c'est différent parce que le risque de transmission de la mère chez l'enfant est quand même très faible, entre 3 et 5% de cas. Donc, ça reste quand même très faible. Ça dépend beaucoup aussi de la charge virale de la mère. Plus la charge virale chez la mère est élevée, plus le risque de transmission est élevé chez l'enfant. Mais chez une mère qui n'a pas d'autres co-infections, le risque reste quand même faible, moins de 5%. Et il faut savoir que ce risque de transmission de la mère chez l'enfant, il augmente, voire ça triple, si la mère a une co-infection avec le virus du sida, donc le VIH. Malheureusement, il n'y a pas de prévention possible de la transmission de la mère chez l'enfant parce qu'à l'heure actuelle, il n'existe pas de vaccination contre l'hépatite C, donc il n'existera pas à mon avis. Très important de savoir que l'accouchement par voie basse est possible. Bon, il faut respecter la poche des os et limiter, si possible, les électrodes au niveau du scalp. Aussi, il n'y a pas de contre-indication à l'allaitement, et ça, quelle que soit la charge virale C. Et aussi, comme le risque de transmission maternelle-fétale existe, mais il est faible, il ne faut pas oublier de faire la sérologie, donc la recherche des anticorps anti-VHC chez l'enfant à 18 mois.
passer à la suite. Donc, voilà la réponse. Comme je viens de vous le dire, le risque de transmission, il existe, mais il est faible. Si la mère, comme on a vu tout à l'heure, Madame C, n'avait pas de co-infection VIH, donc le risque reste quand même à moins de 5%. Il n'y a pas de vaccin. L'accouchement peut se faire par voie basse et il faut encourager l'allaitement maternel parce qu'il n'y a pas de risque. On peut passer à la suite. Maintenant, elle a la question, Madame C, elle se pose la question concernant le risque de transmission chez le partenaire. Est-ce que son partenaire, est-ce qu'elle risque de contaminer son partenaire? Alors oui, en cas de partage de matériel lors de la prise de cocaïne. Oui, lors des rapports sexuels sans préservatif. Oui, en cas de partage de rasoir, brosse à dents, parce qu'il y a un contact avec la salive. Ou non, la charge virale de Madame C, elle est trop faible, donc il n'y a pas de risque. Je vous laisse réfléchir un tout petit peu. Et on passe à la suite. Je rappelle les modes de transmission du virus de l'hépatite C. Donc, le virus se transmet principalement par le sang. Donc, c'est une transmission horizontale. Donc, s'il y a une contamination par le sang, donc contact avec le sang de la personne infectée. Quand est-ce que ce contact peut se faire? C'est principalement donc, en cas d'utilisation de drogue par voie intraveineuse. Donc, si on utilise le matériel qui a été contaminé donc par le sang d'une personne infectée. S'il y a du partage de matériel, donc lors de la consommation de drogue, donc également par le même mécanisme, contamination du matériel par du sang infecté. Et tout ce qui est transfusion, c'était le cas avant 92 quand on ne faisait pas le dépistage des donneurs. Le risque existe aussi lors des accidents d'exposition au sang chez le professionnel de santé. Et aussi s'il y a eu des actes de type piercing ou acupuncture avec du matériel qui n'a pas été correctement désinfecté. Alors, le risque de transmission par voie sexuelle reste exceptionnel. C'est très important à retenir ça. C'est quasi nul. Hein. Le risque existe plus hein, si la personne est co-infectée VIH ou si la personne a des rapports anaux ou traumatiques. Donc, si elle a des plaies ou une infection sexuellement transmise associée, comme par exemple le syphilis. Donc là, le risque est un peu plus élevé. Mais sinon, transmission sexuelle, elle reste exceptionnelle. Et donc, la transmission verticale donc, de la mère chez l'enfant, le risque est faible, hein, donc moins de 5%, mais ça augmente ce risque jusqu'à 15-20% s'il existe une co-infection avec le virus du VIH. On peut passer aux réponses. Donc, est-ce qu'elle risque de contaminer son partenaire? La bonne réponse est oui, s'il y a du partage de matériel lors donc, de la prise de cocaïne. Alors, pour les autres, comme on vient de dire tout à l'heure, rapport sexuel, le risque est très faible parce qu'elle n'a pas de co-infection VIH, il n'y a pas de transmission par partage de rasoir ou brosse à dents, comme c'était le cas, par exemple, pour le B, et ça ne dépend pas de... Ce n'est pas parce que la charge virale n'est pas très élevée que le risque lors du partage de matériel n'existe pas. Donc, la bonne réponse est la première. On peut passer à la suite. Et puis, bien sûr, hein, la question qui vient, évidemment, est-ce qu'elle doit commencer un traitement? La réponse, oui, en urgence, pour diminuer le risque de transmission. Oui, mais en dehors de la grossesse et de l'allaitement. Ou non, parce qu'elle n'a pas de maladie hépatique avancée. Bon, on peut passer donc à la suite. Il faut savoir que maintenant, on traite tout le monde. Très important de savoir qu'on a des traitements avec lesquels on peut guérir tout le monde. Donc, très peu d'effets secondaires, 100% de guérison virologique, soit avec une association sofosbuvir, velpatasvir, un comprimé par jour, 12 semaines de traitement, ou glecaprevir, pibentasvir, 3 comprimés par jour,
8 semaines de traitement, ça permet de guérir tout le monde, mais on ne donne jamais ce traitement pendant la grossesse ou l'allaitement parce qu'il n'y a pas assez d'études et on préfère temporiser ce traitement pour la fin de la grossesse et de l'allaitement. Mais très important de savoir, on guérit tout le monde à 100%. On peut passer à la suite. Donc la réponse, oui, il faut la traiter, mais en dehors de la grossesse et de l'allaitement. On peut passer à la suite. Donc, Madame C, elle poursuit sa grossesse qui se passe bien. Et donc, elle a une consultation avec un hépatogastro qui la rassure sur les risques de transmission avec son partenaire, qui donne la conduite à tenir. Et donc, qu'est-ce qu'on va modifier qu'est-ce qu'on va transmettre à la maternité pour l'accouchement? Donc, on est encore sur 10 semaines sur celui-là. Donc, Madame C, donc 27 ans, est en couple. Elle a découvert sa grossesse non pas à 10, mais à 20 semaines. Elle s'est inquiétée de consommation occasionnelle, mais importante d'alcool avant la découverte de sa grossesse. Il lui a été conseillé un suivi attentif du développement de son enfant. Ça, c'est pour que les professionnels de la maternité sachent ce qui a été proposé à la dame et puissent en reparler avec elle. Et Madame C est porteuse d'une hépatite C active, découverte en début de grossesse. Le suivi hépatogastro a été fait. Le traitement est prévu après l'arrêt de l'allaitement. Son enfant a très peu de risque de contamination. Elle peut accoucher par voie basse. Il faut quand même limiter les électrodes ou les prélèvements au scalp. Et on peut soutenir l'allaitement dès la naissance, même s'il y a des crevasses. On n'a pas besoin de refaire une charge virale pour autoriser l'allaitement. Voilà. Merci. Alors, je vais faire juste des petits rappels si on a encore 2 minutes, mais je vais être rapide. Vous le savez très bien, donc pour le dépistage de l'hépatite B est obligatoire. Donc, c'est la recherche de l'antigène HBS pendant le premier trimestre de la grossesse. Si l'antigène HBS est positif, il faut toujours compléter le dépistage et surtout, il faut rechercher la charge virale PCR du VHB. Le traitement de l'hépatite B pendant la grossesse, on le fait uniquement si la charge virale est supérieure à 200 000 et cela, c'est pour éviter la transmission materno-fétale. L'accouchement n'est pas modifié, donc pendant l'hépatite B. Pour prévenir la transmission materno-fétale, on propose aux nouveau-nés la sérovaccination dans les premières heures après donc, la naissance, avec l'association vaccin hépatite B et anticorps anti-HBS. L'allaitement est possible même si la mère prend un traitement par tenofovir. Il ne faut pas oublier que l'enfant doit avoir un dépistage avec la sérologie de l'hépatite B à 9 mois. Pour ce qui est l'hépatite C, il est également recommandé de faire un dépistage des anticorps anti-VHC au cours du premier trimestre de la grossesse. Si les anticorps sont positifs, il faut renouveler le prélèvement et rechercher la PCR du VHC. On ne donne jamais de traitement de l'hépatite C pendant la grossesse ni pendant le allaitement. On ne change pas le mode d'accouchement parce que la personne a une infection chronique virale C. Malheureusement, il n'y a pas de vaccin, il n'y aura pas et on ne peut pas faire la prévention de la transmission materno-fétale, mais ce risque de transmission reste quand même très faible, donc moins de 5%. L'allaitement est possible pendant après l'accouchement, donc l'allaitement est possible et il faut toujours rechercher les anticorps anti-VHC chez l'enfant dès 18 mois. On peut passer à la diapo suivante. Bien sûr, très important, on insiste sur le fait que la prise en charge des patientes qui ont infecté ou qui ont une infection VHB, VHC, VIH, ça passe par une prise en charge multidisciplinaire où il faut associer tous les acteurs entre la sage-femme, l'obstétricien, le pédiatre, les pathologues, les travailleurs sociaux, dans certains cas, le généraliste, l'addictologue, donc tous les soignants incluent des patients experts si on peut en avoir dans nos différentes structures.
On passe à la suite. Alors, pour les outils, vous avez un QR code ici à votre gauche. Vous allez pouvoir avoir accès à toutes ces informations, notamment sur le site de l'ACWEP. Nous avons développé des recommandations qu'on a validées avec les différentes sociétés savantes sur quelle est la prise en charge des femmes enceintes qui ont une hépatite B ou une hépatite C. Donc, n'hésitez pas à scanner ces QR codes et à aller sur le site pour avoir plus d'informations. Ça reprend un peu ce qu'on vient de dire. Surtout, c'est un document qui avait été co-construit entre le réseau périnatal et le réseau hépatite. Et donc, c'est un document de synthèse qui est imprimable sur format A4 et qui peut être mis dans un cahier de protocole. Il y a une page sur le VHB et la page suivante, voilà, sur l'hépatite C, avec toute la conduite à tenir. Téléchargeable. Voilà. Je pense qu'on peut laisser la place aux questions. Donc, oui, il reste 5 minutes. N'hésitez pas à nous contacter. Il nous reste 5 minutes, effectivement, pour des questions. N'hésitez pas. Je pense que tout était parfaitement clair. Merci beaucoup. On va se laisser effectivement les quelques minutes qui nous restent pour savoir si des questions apparaissent. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, vous avez les coordonnées qui s'affichent là pour contacter nos deux structures. Donc, n'hésitez pas à en prendre note et les QR codes vous redirigeront vers les sites Internet respectifs. Moi, j'ai une petite question, Magdalena, sur la contamination par l'échange de rasoirs et de brosses à dents pour l'hépatite C. Parce qu'il y a quelques années, on disait que le risque, c'était l'effraction, enfin, qu'il y ait des saignements lors du brossage de dents et du coup, que ce soit plutôt un échange sanguin de personne à personne sur le partage de brosses à dents et sur le partage de rasoirs. Qu'en est-il ? Le risque, donc encore une fois, je rappelle, il est extrêmement faible parce que le virus de l'hépatite C n'est pas aussi résistant comme le virus de l'hépatite B, comme je viens de le dire tout à l'heure. Après, bien sûr, par mesure de précaution, nous, on peut dire aux patients de ne pas partager son matériel. Surtout, on ne sait pas si elle partage avec une personne qui a des plaies au niveau de la bouche. Donc, on ne sait jamais, mais le risque, on peut le considérer quasi nul pour le partage du matériel. Ce n'est pas du tout comme dans le cas de l'hépatite B, où le risque, il est quand même plus important. D'accord. OK. Donc, au niveau du partage, par exemple, pour les gens qui sniffent la cocaïne dont on a parlé tout à l'heure, quand il y a un partage de la paille, du coup, aussi, le risque, il existe. Il n'est pas très important, mais il existe quand même parce qu'il peut y avoir une effraction au niveau du nez, donc un échange de sang à sang qui va être immédiat. C'est ça? Oui, exactement. C'est Sans exactement rinçage. contact avec le sang et surtout s'il y a souvent les personnes qui sniffent peuvent avoir déjà des plaies au niveau des narines. Ouais. Et donc, il y a un contact avec le sang infecté, oui. Merci. Parfait. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à vous, Magdalena, Corinne, Marie-Claude, pour le respect parfait du timing. S'il n'y a pas de questions, il ne nous reste plus qu'à vous remercier d'avoir suivi ce webinaire. On vous le communiquera par mail dès qu'il sera disponible en replay et à diffuser largement dans vos réseaux. Merci à tout le monde d'avoir assisté à ce webinaire et d'avoir participé aux interventions, Magdalena, Corinne, Marie-Claude. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à tout le monde et à bientôt. Au revoir. Bonne journée, au revoir.